Nous partons du Canada, un pays jeune, immense, plein de richesses et de promesses pour une population ténue qui peut encore s'accroître largement. Nous quittons Calgary. 8000 kilomètres plus loin nous attend le Japon, un archipel étroit qui s'étire de la latitude de Québec à celle des îles Bahamas, un empire insulaire dont l'histoire se perd dans la nuit des temps et dont les modestes richesses naturelles ont été largement exploitées par une population devenue aujourd'hui extrêmement dense. Petit hôtel tranquille du quartier de Ueno, mais tout de suite je veux voir Tokyo. Ceci, c'est le réseau des trains de banlieue. La ligne Yamanote encercle la ville jour et nuit. Et ça, c'est le réseau du métro, avec plusieurs compagnies différentes. Voici Tokyo, la capitale et la plus grande ville du Japon, avec 13 millions d'habitants. La zone métropolitaine est la plus peuplée du monde, avec 38 millions. C'est aussi la ville la plus riche, avec une production domestique brute de 1500 milliards de dollars, soit 5 fois celle de New York. La ville est moderne car elle fut 2 fois rasée au siècle dernier, par un tremblement de terre et un gigantesque incendie en 1923, et par plus de 700 000 bombes incendiaires en 1944 et 1945. Le réseau de transport en commun est particulièrement étendu, propre et efficace. Ces 2 enfants ignorent encore sous quelle menace ils devront vivre. Tokyo est à la jonction de 3 plaques tectoniques. Des secousses sismiques sont ressenties quotidiennement et un tsunami engagé dans la baie de Tokyo serait catastrophique. La foule est omniprésente. Les déplacements sont continus.
Mais Tokyo ne compte pas moins de 900 gares ferroviaires. Voilà pourquoi il y a relativement peu de voitures dans la rue où les piétons sont rois. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas au pays des dinosaures, mais dans un pays de haute technologie. Il y a si peu d'immigrants, si peu de chômeurs, que les postes de travail sont de plus en plus occupés par des robots. Ce soir, je vous invite donc au bar-restaurant des robots. La gare centrale de Tokyo n'est qu'à 1 km du palais impérial auquel on accède en traversant les vastes jardins qui l'entourent. Vous entendez actuellement l'hymne national du Japon intitulé Kimagoyo ou la maison de l'empereur. Les jardins sont entourés d'un anneau de 5 km de pistes d'exercice pour piétons, patineurs, coureurs et cyclistes. Sa seule arme est un long bâton de bois. Voici sur sa colline le palais Kokiyo, résidence de l'empereur du Japon Akihito. Les empereurs avaient jadis un statut divin, mais la Constitution de 1947 ne leur a laissé qu'un rôle symbolique et ils détiennent désormais leurs fonctions du peuple japonais lui-même. En raison des conflagrations majeures que la ville a subies au siècle dernier, il reste peu de monuments historiques à Tokyo. Le temple bouddhiste Tsukiji Onganji a été épargné en 1945. C'est un important lieu de pèlerinage dont l'architecture unique s'apparente au temple de l'Asie du Sud. Haman-Rikyu est un jardin de promenade de 25 hectares aménagé au XVIIe siècle
à l'embouchure de la rivière Sumida sur les rives de la baie de Tokyo. La partie sud du jardin comporte une lagune qui se remplit à marée haute. Sur l'autre rive de la Sumida, le marché aux poissons de Tsukiji est le plus grand marché de gros au monde pour les poissons et les fruits de mer. Les touristes doivent s'y rendre bien avant 5 heures du matin pour avoir une petite chance d'assister à la criée du thon rouge. À midi, tout est fini, les entrepôts se vident, même les restaurants n'annoncent plus que des carcasses et des arêtes. Promenons-nous dans le quartier Ginza. Nous ne sommes pas les seuls. Un monument pour Chirori. Cette chienne abandonnée est devenue le précurseur des chiens thérapeutiques et elle fit une longue carrière dans le réseau japonais des centres pour personnes âgées ou handicapées. Voici Kabukiza, un lieu de référence pour le théâtre kabuki. Le répertoire comporte des pièces mythologiques, des pièces historiques et des pièces d'amour. J'ai assisté à ces 3 types de pièces dans un spectacle unique de 3 heures. Mais vous ne verrez rien car j'ai dû fermer ma caméra au lever du rideau. Visitons quelques quartiers périphériques. Yanaka, au nord-est de Tokyo, est un secteur intéressant qui a pu préserver quelques rares maisons anciennes faites de bois et de papier de riz qui n'ont pas été détruites en 1945. On trouve à Yanaka un grand nombre de petits temples et de sanctuaires disséminés un peu partout. Au Japon, on construit autour des lieux sacrés sans jamais les déplacer. Les ruelles étroites sont bordées de fleurs en pot. Ce monsieur fait son tai chi dans la rue devant sa porte. Cela fait très chic au Japon d'afficher des noms français pour les immeubles cossus et les petits commerces. Ici, la rue prend un tout autre aspect. Nous pénétrons dans un vaste cimetière. Le culte des ancêtres demeure très important au Japon. Le système des religions est complexe. Une même personne peut aller prier au sanctuaire Shinto au Nouvel An japonais et avant les examens scolaires, se marier dans une église chrétienne et finalement avoir des funérailles dans un temple bouddhiste. Le shintoïsme, la voie des dieux, est un ensemble de croyances polythéistes et animistes dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Le quartier de Ueno comporte un vaste parc et de nombreux musées. Nous y entrons ici par les portiques de pierre du sanctuaire Toshogu, comportant une grande pagode de 5 étages. On commence toujours par des ablutions des mains et de la bouche. On dépose ensuite des plaquettes sur lesquelles on inscrit des vœux ou plus tard des remerciements pour les vœux exaucés. Les temples sont souvent recouverts de feuilles d'or. Une petite scène pour le théâtre No.
Dans le parc d'Ueno, nous trouvons au hasard un totem du Club des Lions, une statue de l'empereur Akihito, un café Starbucks et une petite statue de la Liberté. Ces deux-là se reposent vraiment. Parmi les nombreux musées du parc Ueno, le musée national de Tokyo renferme l'essentiel des pièces conservées au pays au cours des siècles. D'autres parcs et sanctuaires sont dispersés dans Ueno. On aboutit enfin à un vaste étang de lotus qui est très achalandé le dimanche. À partir de Tokyo, nous allons visiter le sud-ouest du Japon. Nous voyagerons par le train avec la formule économique du Japan Rail Pass de 14 jours. Les trains les plus modernes, les plus rapides et les plus ponctuels au monde. Les plus accueillants aussi. Voici notre premier TGV Shinkansen et sa conductrice. Aujourd'hui, nous traverserons les Alpes japonaises pour nous rendre à Takayama. Pendant que ce train roule, nous vous communiquons une de nos premières impressions du Japon. La propreté et l'hygiène sont visiblement la préoccupation de chacun et en tout lieu. Aucune poubelle nulle part, mais les rues et les trains sont propres. Les toilettes privées et celles des hôtels sont surprenantes pour nous, avec même une petite douche ajustable sous le siège. Voici les toilettes du train, et par ici vos déchets. Les urinoirs de la gare, avec, s'il vous plaît, un support pour le parapluie. Nous sommes attendus dans une auberge familiale traditionnelle, Iwatakan Minshuku. On laisse ses chaussures à l'entrée. C'est une maison chaleureuse tout en bois. Les chambres sont petites avec fenêtres de papier de riz. Les lavabos sont communs, mais les onsen ou bains japonais traditionnels sont séparés. Nudité de rigueur et douche préparatoire. Plusieurs bains dont l'eau provient d'une source géothermale, détente et relaxation. Takayama signifie haute montagne. C'est une ville ancienne célèbre pour ses forêts et ses marchés. Elle compte aujourd'hui 100 000 habitants. Comme la saison des pluies commence, nous visiterons les étalages.
Nous y trouverons d'abord des spécialités alimentaires locales, toutes appétissantes, mais dont je vous tairai les noms. L'artisanat local commence bien sûr par les parapluies. Les sarabuko de Takayama sont des poupées amulettes que traditionnellement les grands-mères transmettent à leurs petites filles en leur souhaitant beaucoup de beaux et bons enfants. Des sabres et un costume de samouraï. Du saké en bouteille et en fût. Naturellement, beaucoup de baguettes pour les parents et les enfants, ainsi que des porte-baguettes et des bols à riz. Notre guide, Kozo Yamamoto, nous explique que la richesse du pays était autrefois la forêt et le travail du bois. Comme les gens d'ici ne pouvaient pas payer leurs impôts avec du riz comme tout le monde, ils ont longtemps dû fournir des charpentiers à tout le Japon. Nous sommes maintenant au village folklorique de Ida. C'est un musée en plein air où l'on a réinstallé une trentaine de fermes anciennes pour montrer les styles architecturaux et les modes de vie des régions montagneuses au début du XXe siècle. Des machines pour fabriquer les cordages, les pompes à bras des pompiers, la scierie, les toits de chaume, petits sanctuaires champêtres, culture du riz, intérieur traditionnel au plancher couvert de tatami, Adieu, Takayama. Nous prenons un train express vers Kanazawa, sur la côte de la mer du Japon. D'abord quelques rizières de plus en plus petites. Et de nouveau, la montagne. Nous y voici. Kanazawa, ou marécage de l'or, compte aujourd'hui 500 000 habitants. Ce fut l'une des villes les plus peuplées du Japon au temps des samouraïs.
L'ère des samouraïs comprend la période médiévale du XIIIe au XVIe siècle avec pour capitale Kamakura puis Kyoto et la période prémoderne ou période Edo du XVIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle avec déjà Tokyo pour capitale. La ville s'est développée autour de son château. L'occupation de la ville était fortement hiérarchisée avec le quartier des samouraïs, le quartier des geishas et le quartier du marché. Le marché Omicho Ichiba date de l'époque prémoderne. Le château de Kanazawa a subi de multiples transformations au cours de son histoire. La ville fut au temps des shoguns et des samouraïs le site de multiples révoltes paysannes et religieuses. Le château fut incendié en 1631. On le rebâtit et on creusa un grand canal d'amener pour remplir les étangs du jardin Kenrokuen qui sont adjacents et qui constituèrent une réserve de secours. La plupart des châteaux médiévaux furent démolis durant la période Meiji de modernisation du Japon au XIXe siècle, mais le château de Kanazawa fut préservé en devenant la base de la 9e division de l'armée impériale. En 1960, il devint finalement un parc ouvert aux visiteurs. Non loin du château, le jardin Kenrokuen a été aménagé entre 1620 et 1840. Les jardins japonais sont issus de la tradition antique. Ils cherchent à interpréter et à idéaliser la nature en limitant les artifices. C'est ainsi par exemple qu'on n'y trouve pratiquement pas de fleurs annuelles. La simplicité est une caractéristique importante. La perspective est liée au principe de la miniaturisation. En jouant sur la taille des éléments, il est possible de donner l'illusion d'espace. Parmi les éléments décoratifs, les lanternes sont apparues avec les jardins de thé. Cette lanterne est l'emblème de Kenrokuen. C'est la première au pays qui ait les pieds courbes et de longueur différente. Naturellement, le port du kimono traditionnel et coloré ajoute beaucoup de charme aux japonaises et à la beauté des paysages. Que c'est beau! Voici la plus vieille fontaine du Japon. Cette eau jaillit naturellement d'une source artésienne et on y vient de partout et en toutes occasions. Quartier des samouraïs. Les samouraïs ont dirigé le Japon féodal pendant près de 700 ans. Au milieu du XIXe siècle, ils se révoltèrent mais furent écrasés par l'armée impériale. Plusieurs de leurs propriétés furent cependant conservées dans leur ancien quartier de Kanazawa. Le Myoryuji ou Ninja-dera est une sorte de temple fortifié. D'aspect extérieur assez simple et ramassé, il semble n'avoir qu'un étage. En réalité, il compte 29 escaliers et 23 pièces réparties sur 3 étages. La répartition des pièces constitue un labyrinthe destiné à faire perdre tout sens d'orientation. Même le puits alimente les légendes. Il conduirait au château de Kanazawa via des tunnels, peut-être même au quartier des geishas. L'ancien quartier des geishas est devenu celui des maisons de thé et des boutiques de souvenirs. Il y avait encore environ 17 000 geishas au Japon en 1980, mais environ 200 seulement aujourd'hui. La geisha est une artiste et une dame de compagnie qui consacre sa vie à la pratique artistique des arts traditionnels pour des prestations d'accompagnement et de divertissement pour une clientèle très aisée. La feuille d'or de Kanazawa est un produit traditionnel national. Ces produits artisanaux sont de véritables œuvres d'art. Adieu donc, Kanazawa.
À demain, Hiroshima. 4 heures de train en passant par Kyoto, Osaka et Kobe. Hiroshima est une grande ville au passé douloureux. Dès 1949, elle fut déclarée cité de la paix par le Parlement japonais. Avant de parler de ces sujets dramatiques, je vous invite à déguster une spécialité culinaire de la ville. Les okonomiyaki sont des crêpes japonaises comportant des ingrédients divers que l'on dispose en couches superposées au lieu de les mélanger. Bord la pâte, puis une généreuse portion de chou qui se tasse à la cuisson. Des pousses de soja, des herbes, des épices, du bacon, une couche de nouilles. Bien agité, empilé, une omelette bien mince, une autre couche. L'ordre des couches varie selon les préférences du chef et le choix des clients. Et le tour est joué. À votre santé et bon appétit. Le parc du souvenir est le cœur battant d'Hiroshima, le cœur souffrant. Les ruines du Genbaku Dome, l'ancienne préfecture, un des rares bâtiments à ne pas avoir été entièrement détruit, furent conservés à titre de témoignage. Le parc du Mémorial de la Paix, à proximité de l'hypocentre de l'explosion. Le monument de la paix des enfants fut inspiré par l'œuvre de Sadako Sasaki, une fillette qui avait 2 ans lors du bombardement. Elle développa une leucémie et décida de plier 1000 grues de papier, un origami censé lui permettre de voir son vœu exaucé. Elle décéda néanmoins 10 ans plus tard, mais elle porte à jamais une grue en or au-dessus de sa tête. La flamme de la paix doit brûler jusqu'à ce que toute forme d'arme nucléaire soit éradiquée. Le cénotaphe. Repose en paix, car je, nous, ils ne répéteront pas l'erreur. Le musée du parc de la paix. Hiroshima avant la bombe atomique de destruction massive. Le 6 août 1945, à 8h15, le bombardier américain B-29 Enola Gay, du nom de la mère du pilote, largue Little Boy, petit garçon, quelle ironie, une bombe atomique à l'uranium-235. Elle explose 43 secondes plus tard.
L'explosion rase la ville instantanément et tue sur le coup 75 000 personnes. Plus de 50 000 autres meurent dans les semaines qui suivent. Il y avait environ 350 000 personnes à Hiroshima quand la bombe fut lâchée. Le nombre final de morts est évalué à 250 000. Donnez-moi de l'eau, oh donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Rendez-nous les gens, rendez-nous mon père, ma mère, rendez-nous les vieux, rendez-nous les enfants, rendez-moi à moi-même, rendez-moi quelqu'un que je connais. Aussi longtemps que la vie existe, cette vie humaine, donnez-nous une paix qui ne finira jamais. L'île de Miyajima, appelée l'île au pèlerinage, est un des sites romantiques et historiques les plus fréquentés au Japon. Elle est située dans la baie d'Hiroshima, dans la mer intérieure de Seto. Il y a un service régulier de traversiers. Genji Monogatari. C'est un très vieux roman japonais. Il a inspiré Shinichi Yuize, une fantaisie variation pour le koto. Le service d'accueil est bien assuré. Il n'y a sur cette île qu'un seul bourg de 2000 habitants. L'essentiel de Miyajima est ailleurs. C'est une île sacrée sur laquelle, dit-on, les hommes et les dieux vivent ensemble. On trouve ici un complexe impressionnant de temples, fréquentés depuis 1400 ans. Le site est magnifique, portique de temples laqués de vermillon, mer bleue de Prusse et forêt primitive verdoyante. Ce grand portique flottant appelé torii est l'image de marque de ce lieu célèbre. Le pèlerinage d'Itsukushima et ses temples flottants sont inscrits dans la liste des héritages mondiaux de l'UNESCO. Notre ami David pratique à la lettre les rites de purification shinto. Depuis des temps immémoriaux, les dieux shintoïstes veillent sur la famille impériale, gardent la nation et protègent les navigateurs. C'est en l'an 593 que le gouverneur de cette île aurait reçu un oracle porté par un corbeau divin venu des plaines célestes pour construire ici le temple d'Itsukushima. Un mariage est célébré aujourd'hui dans le temple Marodo. Aux marées hautes des typhons, les lanternes de pierre sont déposées sur le sol des couloirs pour les retenir. Le temple Tenjin, dédié à la déesse de l'éducation et de l'intelligence. Pour le théâtre No, la seule scène flottante au Japon. Le pont Soribashi était réservé aux messagers de l'empereur. Prenons maintenant de la hauteur en nous dirigeant vers le mont Mizen.
Ce mont fait l'objet de nombreuses légendes. Il est couvert d'une forêt primitive et son versant nord est parsemé de torii et de bâtiments du temple de Daisho-in. La vue du sommet est plutôt embrouillée aujourd'hui. Une belle pagode et de nouveaux temples sur le chemin du retour. Le Daisho-in est un temple bouddhiste fondé en l'an 806. Il renferme une flamme qui ne fut jamais éteinte, dit-on, depuis sa fondation. C'est ici l'endroit désigné pour prier pour la paix et la sécurité de la nation japonaise. C'est aussi un grand honneur de venir s'y marier. La marée a baissé. C'est le moment de ramasser des moules et autres coquillages. C'est également l'occasion de rejoindre à pied le grand torii d'Itsukushima. Le temps de quitter l'île fabuleuse de Miyajima. Une heure et demie de train, du riz, encore du riz, toujours du riz, et nous sommes à Kyoto. En sortant de la gare majestueuse, c'est la tour de Kyoto qui nous fait face. Elle fait 134 mètres de hauteur et offre une vue splendide sur la ville et la plaine de Kanto. Kyoto fut pendant 1000 ans, jusqu'au XIXe siècle, la capitale impériale du Japon, sous le nom de Heian-kyo, qui voulait dire capitale de la paix et de la tranquillité. Elle a aujourd'hui 1,5 million d'habitants. Avec ses 2000 temples, ses sanctuaires, ses palais et ses jardins, la ville est considérée comme le centre culturel du Japon. C'est en partie pour ce rôle culturel que la ville échappa à la destruction atomique. Nous redescendons à la gare qui, sur son escalier monumental, célèbre son 20e anniversaire. On regarde, mais on ne touche pas. Les restaurateurs ont coutume d'exposer devant leurs vitrines les plats qui sont servis à l'intérieur. C'est réaliste, appétissant, et cela ne risque pas de moisir car ces jolis mets sont en matière plastique.
Le château de Nijo fut construit au XVIIe siècle pour servir de garnison, puis de résidence temporaire pour les shoguns Tokugawa lors de leur visite à la capitale de l'époque. Les palais Ninimaru et Onmaru sont faits de bois de cyprès. L'intérieur est décoré de peintures murales représentant des pins et des tigres. On ne filme pas à l'intérieur. Afin de détecter les intrus, un plancher dit rossignol recouvre les couloirs. Le moindre pas fait crisser les lattes de bois en émettant un son semblable au pépiement d'un oiseau. Le château est entouré de plusieurs jardins et vergers de cerisiers du Japon et de ginkgo. Le jardin du Ninomaru, situé entre les fortifications, possède un grand bassin avec 3 îles et de nombreuses pierres placées avec précision. Nous sortons par la porte Bansho, la porte de garde. Le pèlerinage de Fushimi Inari Taisha est le spectacle le plus inoubliable de Kyoto. Dire que c'est un sanctuaire shinto, c'est comme décrire Notre-Dame de Paris comme une simple chapelle. L'origine de ce sanctuaire remonte au 8e siècle. Il est dédié aux divinités de l'agriculture. Le Kami Inari est le protecteur des céréales et du riz en particulier. Ce sont des milliers de portiques ou torii vermillons qui forment un chemin sur toute une colline. Ces torii sont des dons faits par des particuliers et des entreprises. Ces dons vont de 2 000 à 15 000 $ pièce. On prie les dieux pour obtenir un contrat ou un héritier et on les remercie pour une guérison, un bon bilan financier ou pour le succès à un examen. Le Daisen-in est un temple bouddhiste zen fondé au début du XVIe siècle. Il est toujours utilisé comme lieu de prière et des cours de méditation y sont donnés. La culture zen, c'est le culte de l'instant, ici et maintenant. Je suis vivant, je suis ce moment, mon avenir est ici et maintenant. Le jardin zen est situé tout autour du bâtiment unique. C'est un archétype des jardins de pierre secs.
Le Kinkakuji, ou temple du pavillon d'or, est le site d'une ancienne villa construite au XIIIe siècle. Destiné à recueillir plusieurs reliques bouddhistes, le temple a été incendié plusieurs fois au cours de son histoire. La dernière fois fut en 1950. Le temple fut alors retiré de la liste des monuments nationaux. Il fut reclassé en 1956 comme site historique spécial. Le pavillon fut à nouveau rénové en 1987 et reçut une nouvelle couche de feuilles d'or 5 fois plus épaisse. En 1994, le pavillon d'or fut finalement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au village d'Arashiyama, on traverse d'abord des cimetières et quelques lieux sacrés. On pénètre ensuite dans une bambouseraie magnifique. Une telle plantation produit un effet magique qu'aucune photo ne peut décrire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne se sent pas dans une forêt normale. Aucune sensation de déjà-vu. Dans un autre monde. Et pourtant, ce ne sont que des arbres. Le quartier de Gion est devenu au cours des siècles le quartier le mieux connu au Japon pour ses geishas, qu'à Kyoto on appelle geiko. Le carrefour Gion est un centre culturel qui est dédié à la culture geisha et qui présente aussi tout un cocktail d'art de la scène traditionnelle. Once they become a geisha, their pattern of the kimono changes. More simple. Their decoration. Because they are young. And after they become a full geisha, real geisha, their hairstyle just happens. But not all the time. Unfortunately, it must have done it a long time ago.
they can have a choice. And they go to a special institute and learn within Sando. Le gagaku est une très ancienne danse traditionnelle de la cour. Les marionnettes Bunraku. C'est ici la longue histoire d'une jeune femme dont l'amant est parti à la guerre. Elle reçoit de lui une longue lettre décrivant ses malheurs, mais annonçant aussi une attaque prochaine de l'ennemi. D'abord éplorée, elle se ressaisit et parvient à monter à la tour pour sonner le tocsin. Les danses Kiyomai sont exécutées sur une musique pour koto traditionnelle par des maiko parés de tenues très colorées. Une farce kyogène. Un maître attache ses serviteurs qu'il soupçonne de lui boire son saké. Les coquins parviennent encore à leur fin. La préparation traditionnelle du thé peut être extrêmement sophistiquée, lente, élaborée, cérémonielle. Ici, c'est le style Ryurei pour des visiteurs assis et non habitués à s'asseoir sur un tatami. Nous faisons aujourd'hui une petite escapade vers Nara, à 50 km au sud de Kyoto. Au 8e siècle, Nara devint la première capitale fixe du Japon. Avant, quand l'empereur mourait, la mort frappait la capitale. Il fallait détruire les palais et les reconstruire ailleurs. C'est à Nara qu'est née la poésie japonaise. On a le cœur serré quand on est amoureuse. Comme les dames d'autrefois, j'ai pleuré sur le chemin de la montagne de Nara. De cette époque ancienne subsiste le Nanto Shishidaiji, soit 8 temples, ruines et pèlerinages. Selon l'histoire du temple, le dieu Takemikatsushi serait arrivé sur le dos d'un daim blanc. Depuis ce temps, les daims de Nara sont considérés comme des animaux sacrés, protecteurs de la ville et du pays. Au Todaijim, le grand temple de l'Est, on enseigne toutes les branches du bouddhisme. Construit au 8e siècle, le Daibutsu-den abrite une statue colossale de 15 mètres en bronze du Bouddha Vairocana.
Le sorin est le mât vertical qui surplombe les hautes pagodes japonaises. Chaque section a une signification symbolique différente. Ce sorin a été reconstruit à l'identique de la première pagode de l'Est du 8e siècle et 1700 prêtres sont venus célébrer cet anniversaire en 1988. Les temples Vikatsudo et Hokkaido. La montagne sacrée du Kaiga-Hira-Yama culmine à 800 mètres. Dans ces lieux saints, la forêt primitive est jalousement conservée. Le complexe du temple Kasuga Taisha. Nous nous dirigeons maintenant vers Fuji Kawaguchiko, une station touristique renommée disposant d'un beau lac au pied du mont Fuji. Notre hôtel est traditionnel avec de petites chambres couvertes de tatami. Les kimonos sont fournis et les futons sont dressés le soir. Manque de chance, la déesse du lac n'a pas écarté la pluie. C'est beau, mais c'est plutôt triste. Le festival des plantes ajoute un peu de couleur. Le soir, après le bain rituel, un menu traditionnel nous est servi. Nous endossons nos kimonos et nous apprécions l'ambiance et le repas très raffiné. Le lendemain matin, le mont Fuji semble vouloir se dévoiler. Avec un excès d'optimisme, je prends un tour combiné. Nouveau tour de lac et grimpette jusqu'à la station de base des alpinistes. C'était vraiment un coup pour rien et j'ai dû me rabattre sur les cartes postales.
au village en fin de journée, un phénomène étrange semble vouloir se produire. Le Fujiyama réapparaît sous un capuchon et semble devoir être attaqué par un énorme nuage en forme de lentille tournoyante. Ce sera notre récompense. Le lendemain matin, le nuage s'en va vers l'est, vers Tokyo. Et nous aussi. Dernière escapade vers Nikko, 80 000 habitants, à 2 heures au nord de Tokyo. On nous avait dit « Ne dites pas « magnifique » avant d'avoir vu Nikko ». C'était, paraît-il, pour les Japonais, comme voir Naples et mourir. La splendeur des paysages en toute saison le dispute à la richesse de son patrimoine culturel. C'est une station de montagne réputée. Cependant, faute de temps, nous ne verrons que les 3 sites de Nikko qui sont classés à l'héritage mondial de l'UNESCO. Rinnoji est un complexe de 15 temples bouddhistes établis en l'an 766. Amida est le Bouddha principal du culte d'Asie orientale, le Bouddha de la vie infinie et de la lumière incommensurable. Haru no Kyoku. C'est la chanson du printemps, composée par Yoshizawa Kengyo, le plus célèbre joueur de koto du Japon, au XVIIe siècle. L'étable des chevaux sacrés est ornée des sculptures des 3 petits singes de la sagesse qui se couvrent les yeux, la bouche et les oreilles pour ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal. À qui suit cette maxime ne peut arriver que du bien.
complexe Yomeimon, richement décoré, pouvait être contemplé sans qu'on puisse s'en fatiguer. Il est en effet rempli de sculptures aux riches couleurs. Le Toshogu est un pèlerinage shinto dédié à Tokugawa, fondateur de cette lignée de shogun. Le Futarasan est un autre pèlerinage shinto dédié aux dieux Okuninushi, Tagori-hime et Ajisuki Taka-ikone. J'y suis arrivé. Le Karamon, tout orné de blanc. Le pont sacré qui franchit la rivière d'Aiya est considéré comme la porte de Nikko. Selon la légende, un prêtre nommé Shodo voulait aller prier pour la prospérité nationale, mais ne parvenait pas à franchir la rivière. Jinja Dayu, un dieu de 10 pieds, lui est alors apparu avec 2 serpents enroulés sur son bras droit. Les serpents rouges et bleus se seraient alors transformés en un arc-en-ciel de roseaux. Jadis, ce pont ne pouvait être emprunté que par les messagers de l'empereur. Voilà, nous avons vu Nikko, nous avons vu le Japon, nous savons un peu mieux désormais ce que « magnifique » veut dire. Nous pourrions nous endormir sur ces beaux souvenirs, mais nous n'avons pu tout voir à la saison des pluies. Rêvons un peu au temps des cerisiers en fleurs. Sakura, c'est la chanson des fleurs de cerisier qui emplissent le ciel d'avril. On dirait comme un nuage ou un brouillard dans le ciel. Allons voir les fleurs de cerisier. Cette chanson bercera donc notre rêve éveillé, tandis que nous reverrons défiler pêle-mêle les images de notre trop court voyage. Qu'avons-nous appris? Nous avons essentiellement pu constater, je crois, ce paradoxe étonnant d'une cohabitation harmonieuse de l'ancien et du moderne. Une nation ultramoderne baignant dans tant de coutumes et de traditions ancestrales.
Des villes surpeuplées à la fine pointe de la technologie, dans un pays aux 3/4 constitué de montagnes et de forêts inhabitées. Un empereur aux racines très anciennes à la tête d'une démocratie moderne et efficace. Une société très assurée, assise sur une zone volcanique instable. Jadis, pour nous, le Japon constituait la limite du monde connu et le symbole de l'Orient mystérieux. Il est aujourd'hui devenu une énorme usine de l'économie globale et son histoire est loin d'être terminée. Isaya, Isaya, mini yuka. Kozo Yamamoto, mon guide qui est devenu mon ami, a pu enfin gravir pour nous le sommet du mont Fujiyama. Nous voyons poindre ici l'aube d'un jour nouveau pour l'empire du soleil levant.